Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de biologie. Cette vidéo est la 8e d'une série destinée à tester vos compétences à exploiter des documents de biologie. Dans la précédente vidéo, nous nous sommes intéressés au rôle énergétique de la mitochondrie en étudiant les étapes du processus de respiration cellulaire qui conduit la mitochondrie à convertir l'énergie des nutriments en molécules d'ATP. Cette nouvelle vidéo vise à montrer que les mitochondries n'ont pas uniquement ce rôle énergétique, mais qu'elles participent aussi à d'autres processus qui se déroulent dans la cellule eucaryote. Cette vidéo est structurée en deux grandes parties. Dans une première partie, je vous poserai 3 questions numérotées de 25 à 27. Pendant toute cette partie consacrée aux questions, vous pourrez repérer en haut à gauche de votre écran l'icône suivante qui vous signale qu'il vous faut prendre le temps d'observer le document proposé, de réfléchir et de mobiliser vos connaissances. Interrompez la lecture de cette vidéo pour chacune des 3 questions posées afin d'avoir le temps de rédiger en quelques lignes les réponses à ces questions. Dans la seconde partie de cette vidéo, je vous présenterai les réponses aux 3 questions posées. L'icône suivante qui apparaît ici en bas à droite de votre écran vous signalera alors que vous êtes dans la partie correction de cette vidéo. Cette seconde partie sera aussi l'occasion de compléter vos connaissances sur les thèmes que ces questions permettaient d'aborder. Je voudrais vous rappeler aussi qu'un corrigé n'est profitable que si vous avez fait d'abord l'effort de réfléchir consciencieusement aux questions posées. Démarrons la première partie de cette vidéo dans laquelle vous allez découvrir le contenu des questions 25 à 27 et ces questions sont associées à ces documents que vous aurez à analyser. Voici l'intitulé de la question 25. La photographie à gauche et le schéma du centre proviennent d'une étude structurale de détail d'une cellule de la zone fasciculée du cortex surrénalien. Une étude biochimique montre que ces cellules contiennent les molécules A et B dont les formules sont présentées ici à droite. En utilisant ces documents, présentez le rôle de l'élément qui est schématisé ici au centre. Faites une pause ici dans la lecture de la vidéo. Prenez le temps de bien observer ces documents et de rédiger quelques lignes pour répondre à cette question 25 avant de relancer la vidéo pour découvrir la question suivante. Voici la question suivante, la question numéro 26. L'observation d'un détail d'hépatocyte, ici sur la photo de gauche, montre que cette cellule contient les éléments X. Une étude biochimique montre que cette cellule contient aussi les molécules C et D dont les formules sont présentées ici à droite. En utilisant ces deux documents, présentez un des rôles des éléments X dans l'hépatocyte. Interrompez à nouveau ici la lecture de cette vidéo pour prendre le temps de répondre de façon la plus complète possible à cette question 26. Découvrons maintenant l'intitulé de la question 27, qui est aussi la dernière question de cette vidéo. Je vous demande d'observer l'élément X, de l'identifier de façon argumentée, puis d'utiliser vos connaissances pour préciser la localisation et le rôle du cytochrome C à l'intérieur de cet élément X. La structure du cytochrome C est présentée ici au centre. Vous observerez ensuite en détail la photo de cet hépatocyte afin de déterminer ses particularités structurales. Une analyse biochimique de cet hépatocyte a montré une localisation cytosolique du cytochrome C. À partir de ces données et de vos connaissances, présentez le rôle que joue l'élément X dans l'évolution particulière de cet hépatocyte. Faites ici une nouvelle pause dans la lecture de cette vidéo afin d'avoir le temps d'observer, de réfléchir,
de mobiliser vos connaissances et de rédiger quelques lignes accompagnées de schémas explicatifs. Démarrons maintenant la seconde partie de cette vidéo consacrée à la correction des questions 25 à 27. Ne poursuivez la lecture de cette vidéo que lorsque vous aurez réfléchi suffisamment aux 3 questions posées et que vos réponses écrites vous sembleront complètes et satisfaisantes. Dans la question 25, la photographie et le schéma proviennent d'une étude structurale de détail d'une cellule de la zone fasciculée du cortex surrénalien. Et on a dit qu'une étude biochimique avait montré que cette cellule contenait aussi les molécules A et B, dont les formules chimiques sont données ici à droite. En utilisant ces documents, vous deviez présenter le rôle de l'élément schématisé ici au centre. Commençons par expliquer ce que signifie la zone fasciculée du cortex surrénalien, zone où est localisée la cellule étudiée dans cette question. Il existe dans notre corps une paire de glandes surrénales qui sont représentées ici en jaune sur le schéma de gauche. Comme leur nom l'indique, les glandes surrénales sont situées au-dessus des reins, les reins sont représentés ici en marron. Il existe une glande surrénale au-dessus de chaque rein. La glande surrénale est divisée en 2 structures distinctes, la médullo-surrénale, qui apparaît en bleu sur la coupe schématique de surrénale présentée ici, et la cortico-surrénale qui apparaît en beige sur cette même coupe. La médullo-surrénale, ou médulaire de la surrénale, constitue la zone centrale de la glande surrénale. Elle produit 2 hormones du groupe des catécholamines que sont l'adrénaline et la noradrénaline. La cortico-surrénale, ou cortex surrénalien, est la zone périphérique de la glande surrénale. Et de l'extérieur vers l'intérieur du cortex surrénalien, on distingue 3 zones successives, la zone glomérulée ou glomérulaire, puis la zone fasciculée et enfin la zone réticulée. La zone glomérulaire ou glomérulée, présente en périphérie de la surrénale, synthétise principalement les hormones minéralo-corticoïdes et plus précisément l'aldostérone, laquelle est une hormone stéroïde impliquée dans la régulation de l'équilibre hydrominéral chez l'homme. La zone fasciculée, qui est la zone intermédiaire de la cortico-surrénale, est aussi la zone la plus développée de la cortico-surrénale. Cette zone synthétise des glucocorticoïdes, c'est-à-dire le cortisol et la corticostérone. Ces hormones sont aussi de nature stéroïde et elles sont impliquées dans la régulation du métabolisme glucidique chez l'homme. La zone réticulée, qui est la zone la plus profonde du cortex surrénalien, synthétise des androgènes tels que la DHEA. On va s'intéresser ici à des détails ultrastructuraux des cellules qui sont présentes ici dans la zone fasciculée, c'est-à-dire dans la zone intermédiaire de la cortico-surrénale. La photo qui était analysée dans la question 25 était une électronographie d'un détail de cette cellule de la zone fasciculée de la cortico-surrénale. Cette électronographie a été obtenue par utilisation d'un microscope électronique à transmission. Et on pouvait repérer ici un abondant réseau de réticulum endoplasmique non associé à des ribosomes. Il s'agissait du réticulum endoplasmique lisse. On est donc ici dans le cytoplasme de cette cellule. Et dans le cytoplasme, on trouvait quelques ribosomes libres, mais surtout des éléments délimités par 2 membranes, dont cet élément central. Cet élément est une mitochondrie qui est observée ici en coupe transversale, et cette mitochondrie est entourée en fait d'autres mitochondries visibles en partie seulement sur cette photo. Rappelons que la chambre interne de la mitochondrie, celle qui est délimitée
par la membrane interne s'appelle la matrice. Et dans la matrice de ces mitochondries, on pouvait repérer de très nombreuses vésicules arrondies qui sont en fait les crêtes mitochondriales vues en coupe transversale. Ces mitochondries sont donc particulières parce que leurs crêtes forment des tubules dont l'axe est parallèle au grand axe de la mitochondrie. Notons aussi la présence dans la mitochondrie visible au centre de granules denses aux électrons qui sont des particules de stockage de certains composés, et je vous rappelle que la matrice des mitochondries peut accumuler certains composés, par exemple des cristaux de phosphate de calcium. Ces mitochondries particulières, dont une est représentée sur le schéma de gauche, sont des mitochondries à crête tubulaire. Rappelons que les crêtes des mitochondries sont des prolongements de la membrane interne pénétrant profondément dans la matrice. Et on peut opposer en fait deux types différents de mitochondries selon la disposition de leur crête. Le schéma de droite représente le type classique que forment les mitochondries dites à crête saculaire. Et les ATP synthase sont représentés ici sur la membrane interne, et ce sont ces complexes protéiques qui confèrent à ces mitochondries un rôle énergétique essentiel en leur permettant de produire de très grandes quantités d'ATP par le processus de phosphorylation oxydative. Le schéma de gauche présente un autre type de mitochondries que sont les mitochondries à crête tubulaire. Et la disposition des crêtes est tout à fait particulière puisque les crêtes forment des tubules dont l'axe est parallèle au grand axe de la mitochondrie. Cette disposition particulière des crêtes mitochondriales caractérise les mitochondries de cellules productrices de stéroïdes, c'est-à-dire de cellules stéroïdogènes. On peut retenir deux caractéristiques essentielles des cellules stéroïdogènes: le développement important de leur réticulum endoplasmique lisse et leurs mitochondries à crête tubulaire. Les cellules de la zone fasciculée de la surrénale, que nous avons étudiée il y a un instant, sont riches en réticulum endoplasmique lisse et leurs mitochondries sont à crête saculaire. Les cellules de la zone fasciculée de la surrénale sont des cellules stéroïdogènes dont le rôle essentiel, nous l'avons vu, est de produire des hormones glucocorticoïdes, c'est-à-dire des hormones de nature stéroïde. Et cette question 25 permettait donc d'aborder un autre rôle des mitochondries que celui d'organites producteurs d'ATP que nous avions développé dans la précédente vidéo. Les mitochondries des cellules stéroïdogènes sont aussi impliquées dans la synthèse des hormones stéroïdes. Et la formule chimique des molécules A et B présentes dans ces cellules stéroïdogènes permettait d'aborder avec plus de précision l'étape précise de la stéroïdogénèse que ces mitochondries à crête tubulaire permettent. Dans la question 25, on vous donnait donc aussi la formule chimique de ces deux molécules appelées molécules A et molécule B présentes dans les cellules de la zone fasciculée de la cortico-surrénale. La molécule A présente trois caractéristiques. Elle comprend d'une part 4 cycles carbonés. Elle comprend d'autre part un groupe hydroxyle, c'est-à-dire une fonction OH présente sur le premier cycle. Et cette molécule présente aussi une chaîne hydrocarbonée latérale liée au quatrième cycle. Cette molécule contient à la fois des atomes de carbone et d'hydrogène. Il s'agit donc non pas d'une molécule minérale, mais d'une molécule organique. Et il fallait reconnaître ici la molécule de cholestérol, une molécule à 27 atomes de carbone, dont je vous ai déjà parlé dans la troisième vidéo qui abordait la membrane plasmique. En effet, la membrane plasmique des cellules animales contient des molécules de cholestérol intercalées entre les phospholipides. Et nous avons vu que le cholestérol présente, comme les phospholipides, une partie hydrophile et une partie hydrophobe, ce qui permet au cholestérol, comme aux phospholipides, d'être inséré dans les membranes. La partie hydrophile ou polaire du cholestérol est constituée par son groupe
hydroxyle et tout le reste de la molécule de cholestérol constitue sa partie hydrophobe ou apolaire. Notons que le cholestérol peut être importé dans la cellule à partir de lipoprotéines sanguines de type LDL, mais le cholestérol peut aussi être synthétisé par la cellule et la mitochondrie participe à cette synthèse. L'une des enzymes clés de la biosynthèse du cholestérol est en effet localisée notamment sur la membrane mitochondriale interne. La molécule B ressemble au cholestérol avec 4 cycles, dont le premier porte aussi un groupe hydroxyle. Par contre, la chaîne latérale fixée au 4e cycle du cholestérol n'est plus présente dans la molécule B. Cette molécule B est appelée la prégnénolone et elle est produite à partir du cholestérol. Lors de la réaction de conversion du cholestérol en prégnénolone, se produit une coupure de la chaîne latérale du cholestérol, c'est-à-dire un clivage des 6 carbones terminaux, la prégnénolone ne contenant alors plus que 21 carbones. Cette étape de conversion du cholestérol en prégnénolone a lieu dans les mitochondries des cellules stéroïdogènes et la membrane interne de ces mitochondries à crête tubulaire contient notamment un complexe enzymatique comportant le cytochrome P450 SCC, SCC pour Side Chain Cleavage. Ce complexe est impliqué dans la coupure de la chaîne latérale du cholestérol. Cette réaction de conversion du cholestérol en prégnénolone requiert du NADPH et du dioxygène qui sont présents dans la mitochondrie. La conversion du cholestérol en prégnénolone est la première étape commune dans la synthèse de toutes les hormones stéroïdes. La prégnénolone va quitter ensuite la mitochondrie pour gagner la face cytosolique de la membrane du réticulum endoplasmique lisse, où différents cytochromes P450 de la membrane du réticulum endoplasmique lisse vont permettre la synthèse de plusieurs dérivés de la prégnénolone, conduisant ainsi les cellules stéroïdogènes à produire telle ou telle hormone stéroïde. Les réactions de la stéroïdogénèse qui font suite à l'étape initiale mitochondriale de formation de la prégnénolone se font donc essentiellement grâce à des enzymes de la membrane du réticulum endoplasmique lisse, lequel, nous l'avons dit, est particulièrement développé dans les cellules stéroïdogènes. Et nous avons noté le développement important du réticulum endoplasmique lisse sur l'électronographie d'une cellule de la zone fasciculée de la cortico-surrénale. Donc, à partir de la prégnénolone, une suite de réactions enzymatiques localisées essentiellement dans le réticulum endoplasmique lisse va conduire à la synthèse de différentes hormones stéroïdes. Ces réactions permettent ainsi la production de progestérone dans les cellules du corps jaune qu'on trouve dans l'ovaire, mais aussi la production d'androgènes dans les cellules de Leydig du testicule ou bien dans les cellules de la zone réticulée des surrénales. Production aussi des estrogènes dans les cellules des follicules ovariens. Production de cortisol et de corticostérone dans les cellules de la zone fasciculée des surrénales que nous étudions dans cette question. Et d'aldostérone dans les cellules de la zone glomérulée des surrénales. Notons que la synthèse du cortisol se termine à nouveau par une étape mitochondriale. En effet, dans le réticulum endoplasmique lisse, la prégnénolone est transformée par une suite de réactions en désoxycortisol, puis le désoxycortisol est dirigé vers la membrane interne de la mitochondrie, où un autre cytochrome P450 de la membrane interne mitochondriale va permettre sa conversion en cortisol, lequel cortisol repasse ensuite dans le cytosol. Cette question 25 permettait donc d'aborder le rôle joué par les mitochondries dans la synthèse des hormones stéroïdes. Et cette question était aussi l'occasion d'évoquer la coopération fonctionnelle entre organites, ici entre la mitochondrie et le réticulum endoplasmique lisse dans la synthèse des hormones stéroïdes.
On retrouve d'ailleurs cette coopération fonctionnelle entre la mitochondrie et le réticulum endoplasmique lisse dans la synthèse de phospholipides membranaires et de phospholipides qui entrent dans la composition des lipoprotéines sanguines. Il existe des points de contact étroits entre la membrane du réticulum endoplasmique et les deux membranes de la mitochondrie. Ces points de contact mettent en jeu des complexes protéiques membranaires rapprochant ces trois membranes. Il existe, grâce à ce rapprochement membranaire, des transferts entre le réticulum endoplasmique lisse et la mitochondrie, transferts de phospholipides qui sont destinés ensuite à être incorporés à la membrane plasmique ou qui sont destinés à être incorporés dans les lipoprotéines qui seront exportées par la cellule. Ces sites de contact entre mitochondrie et réticulum endoplasmique sont riches en lipides et en enzymes de synthèse des lipides. L'acide phosphatidique, PA ici sur le schéma, est le précurseur de la cardiolipine spécifique des mitochondries. Le PA est converti ensuite en phosphatidylsérine, PS ici, le rond bleu, à l'intérieur de la membrane du réticulum endoplasmique. Puis cette phosphatidylsérine est transférée dans la membrane interne de la mitochondrie où elle est convertie par décarboxylation en phosphatidyléthanolamine. Et cette phosphatidyléthanolamine, PE sur le schéma, est ensuite transférée en retour dans la membrane du réticulum endoplasmique où elle est convertie par méthylation en phosphatidylcholine, PC, présente ici sous forme de ce cercle orange. La phosphatidylcholine peut être ensuite transportée dans la membrane interne de la mitochondrie. Et cette phosphatidylcholine pourra être ensuite incorporée dans les lipoprotéines sanguines. Ainsi, la synthèse des phospholipides que sont la phosphatidylsérine, la phosphatidyléthanolamine et la phosphatidylcholine met en jeu une coopération fonctionnelle entre le réticulum endoplasmique lisse et la mitochondrie. Passons maintenant à la correction de la question 26. Dans cette question, vous deviez utiliser ces deux documents pour présenter un des rôles des éléments X présents dans l'hépatocyte. La photo de gauche est une électronographie d'un détail d'hépatocyte, l'hépatocyte étant une cellule du foie. Cette électronographie a été obtenue avec un microscope électronique à transmission, puis l'image a été retraitée pour faire apparaître en couleur certains éléments. On pouvait identifier sur cette électronographie en fausse couleur les membranes du réticulum endoplasmique rugueux qui apparaissent ici en orange et qui portent sur leur face cytosolique des ribosomes qui apparaissent ici en bleu violacé. Les granulations vertes, visibles ici, sont des particules de glycogène que les hépatocytes stockent dans leur cytoplasme. Et la grosse particule marron, visible ici, est un globule lipidique. En effet, l'hépatocyte peut aussi stocker des triglycérides sous la forme de gouttelettes lipidiques présentes dans le cytoplasme. Notons que le cytoplasme de cet hépatocyte permet d'observer les éléments X qui apparaissent ici en rose. Ces éléments X sont des organites de taille micrométrique, limités par une double membrane et dont la membrane interne forme des replis. Ces éléments X sont des mitochondries et un de leurs rôles dans l'hépatocyte était à exposer en utilisant les formules chimiques de deux molécules, les molécules C et molécule D. La molécule C est un cation puisque cette molécule porte une charge positive. Comme cette molécule C ne contient pas d'atome de carbone ni d'atome d'hydrogène, il s'agit donc non pas d'une molécule organique, mais d'une molécule minérale. Ce cation minéral contient un atome d'azote central entouré par 4 atomes d'hydrogène. Cette molécule C est l'ion ammonium, l'ion NH4+, cet ion constituant la base
du couple acido-basique NH3, NH4+. La réaction réversible qui apparaît ici en bas permet, si on la lit ici de gauche à droite, à partir de NH3, qu'on appelle aussi l'ammoniac, et de protons, la formation d'ions ammonium. Et ces ions ammonium peuvent à leur tour céder protons et former à ce moment-là de l'ammoniac. Il faut savoir que le foie est le site de la dégradation des acides aminés. En effet, les acides aminés ne sont pas stockés dans l'organisme, contrairement aux glucides et aux lipides. Et le corps peut utiliser les acides aminés en excès comme nutriments à cataboliser pour en récupérer l'énergie. Mais nous allons voir que le catabolisme des acides aminés, qui met en jeu leur désamination, c'est-à-dire la perte de leur fonction amine, de leur fonction NH2, va conduire à la libération d'un véritable poison pour l'organisme. En effet, l'ammoniac est une molécule qui est produite par la désamination des acides aminés dans le foie. Cette désamination des acides aminés dans le foie est catalysée par des transaminases qui sont présentes dans le cytosol et dans les mitochondries des hépatocytes. La fonction amine, c'est-à-dire la fonction NH2 d'un acide aminé, est d'abord transférée au glutamate, puis la désamination du glutamate va libérer ensuite de l'ammoniac. L'ammoniac est très soluble dans l'eau et il présente une très grande diffusibilité dans tous les compartiments liquidiens de l'organisme. L'ammoniac va donc pouvoir très facilement passer dans les liquides corporels tels que le plasma. Mais l'ammoniac est très toxique pour l'organisme. Il constitue donc un véritable poison libéré au cours de la dégradation des acides aminés. Et ce poison ne peut pas s'accumuler dans le plasma ou dans les cellules sans mettre l'organisme en danger. Il faut donc que l'organisme parvienne à se débarrasser de ce déchet azoté sans que ce déchet ne circule sous cette forme toxique que constitue l'ammoniac. La molécule D est une petite molécule non chargée, c'est-à-dire une molécule neutre. Il ne s'agit donc pas ici d'un ion. Cette molécule D contient à la fois des atomes de carbone et d'hydrogène. Il s'agit donc non pas d'une molécule minérale, mais d'une molécule organique. Cette molécule D contient deux fonctions NH2 portées par un même atome de carbone. Et cet unique atome de carbone de cette molécule est aussi lié à un atome d'oxygène par l'intermédiaire d'une double liaison. Exactement comme l'ammoniac, la molécule D est donc une molécule azotée. Mais cette molécule contient 2 fois plus d'atomes d'azote que la molécule d'ammoniac. Il fallait reconnaître ici la molécule d'urée. L'urée est aussi appelée le carbamide. L'urée constitue un déchet azoté très soluble dans l'eau qui diffuse très facilement au travers des membranes et à l'intérieur des liquides corporels. Et en utilisant vos connaissances, il fallait établir le lien qui existe entre les éléments X, c'est-à-dire les mitochondries des hépatocytes, et ces deux déchets azotés. L'urée est en fait produite par les hépatocytes au cours d'un cycle qu'on appelle le cycle de l'urée ou cycle de l'ornithine. La fonction d'uréogénèse du foie, c'est-à-dire la fonction de production d'urée, est aussi appelée la fonction uréopoïétique. On dit que le foie est un organe uréopoïétique parce qu'il produit l'urée. Le cycle de l'urée se déroule dans les hépatocytes et il comprend 5 étapes dont les 2 premières sont catalysées par des enzymes contenues dans la matrice des mitochondries de l'hépatocyte et les 3 autres se produisent dans le cytoplasme des hépatocytes. Le premier groupement NH2 de la molécule d'urée provient du NH4+, qui est libéré lors du processus de désamination des acides aminés. La première étape du cycle de l'urée a lieu dans la matrice de la mitochondrie et elle nécessite un CO2 qui est libéré par le cycle de Krebs, un NH4+, qui est produit par la désamination d'acides aminés, et l'hydrolyse de 2 molécules d'ATP.
Cette première étape aboutit à la production d'un carbamyl phosphate. Le résidu carbamyle du carbamyl phosphate se lie ensuite à l'ornithine. L'ornithine est un acide aminé non protéinogène, c'est-à-dire un acide aminé qui n'entre pas dans la composition des protéines. Avant de se lier au carbamyl phosphate, l'ornithine est entrée dans la matrice mitochondriale grâce à un antipore ornithine citruline qui est présent sur la membrane mitochondriale interne. La fixation du résidu carbamyle sur l'ornithine constitue donc la seconde étape du cycle de l'urée et comme la première étape, elle a lieu à l'intérieur de la matrice mitochondriale. Cette seconde étape conduit à la formation de citruline, un autre acide aminé non protéinogène. La citruline formée va ressortir de la mitochondrie grâce à l'échangeur ornithine-citruline de la membrane mitochondriale interne. Les trois autres étapes du cycle de l'urée sont catalysées par des enzymes contenues dans le cytosol de l'hépatocyte. Le second groupement NH2 de la molécule d'urée provient de l'aspartate, un acide aminé qui va se lier à la citruline lors de la troisième étape du cycle de l'urée. Cette réaction nécessite l'hydrolyse d'un ATP en AMP et elle aboutit à la formation d'arginosuccinate. Au cours de la quatrième étape du cycle de l'urée, le départ du fumarate à partir de l'arginosuccinate aboutit à la formation d'arginine. L'arginine est un acide aminé qui est hydrolysé au cours de la cinquième étape, ce qui libère une molécule d'urée, mais aussi une molécule d'ornithine. Et cette ornithine va revenir dans la matrice mitochondriale, toujours grâce à l'échangeur ornithine-citruline de la membrane mitochondriale interne, permettant ainsi la réalisation d'un nouveau cycle. Ainsi, les mitochondries de l'hépatocyte participent à un cycle dont l'intérêt est de convertir l'ammoniac, un poison très toxique issu de la dégradation des acides aminés, en un déchet azoté non toxique que constitue l'urée. L'urée est un déchet azoté qui va sortir du foie par diffusion, puis qui va circuler dans le sang et qui sera finalement éliminé dans l'urine. Le foie, en convertissant NH4+ en urée, joue donc un rôle de détoxification de l'organisme. Les mitochondries de l'hépatocyte ont donc non seulement des fonctions classiques énergétiques de production d'ATP, mais elles sont aussi impliquées dans des réactions de synthèse. Et ces deux fonctions de la mitochondrie, fonction énergétique et fonction de synthèse, sont liées puisque nous venons de voir que le cycle de l'urée nécessite de l'ATP, ATP que justement les mitochondries produisent. Les mitochondries de l'hépatocyte participent non seulement à la synthèse d'urée, mais elles sont impliquées aussi dans la réalisation du processus hépatique de néoglucogenèse. La néoglucogenèse est un processus de synthèse du glucose à partir de composés non glucidiques. La néoglucogenèse a lieu notamment lors d'un jeûne prolongé au cours duquel les nutriments glucidiques vont manquer. Et ce schéma présente les étapes simplifiées du processus de néoglucogenèse et il montre l'implication de la mitochondrie dans ce processus de néoglucogenèse. Rappelons tout d'abord que la glycolyse permet, à partir d'un glucose, d'obtenir notamment de pyruvate. Et nous allons voir que la néoglucogenèse va constituer en quelque sorte une glycolyse à l'envers. Dans le processus de néoglucogenèse, le pyruvate entre d'abord dans la mitochondrie, exactement comme nous l'avions vu dans la précédente vidéo. Puis le pyruvate est non pas décarboxylé comme nous l'avions vu dans la 7e vidéo, mais il est carboxylé dans la matrice mitochondriale par la pyruvate carboxylase. Cette réaction nécessite du CO2 issu du cycle de Krebs et de l'ATP produit par la mitochondrie. La pyruvate carboxylase est une enzyme présente uniquement dans les mitochondries de certains organes, dont essentiellement le foie, mais aussi les reins. Foie et reins étant des organes capables de néoglucogenèse.
Cette réaction produit un oxaloacétate, lequel est réduit ensuite, toujours dans la matrice mitochondriale, en malate par couplage à la réoxydation de transporteurs réduits que sont les NADH. Le malate formé va sortir ensuite de la mitochondrie par une navette présente sur la membrane mitochondriale interne, puis dans le cytosol, le malate est réoxydé en oxaloacétate, puis l'oxaloacétate est transformé en phosphoénol pyruvate ou PEP en présence de GTP grâce à l'activité d'une enzyme très importante spécifique de la néoglucogénèse qui est la PEPCK, la phosphoénol pyruvate carboxykinase. Puis une succession d'étapes conduisent ensuite à la formation de glucose phosphate que l'hépatocyte peut déphosphoryler, si bien que du glucose peut alors sortir de l'hépatocyte. Et finalement, l'hépatocyte a assuré ainsi la conversion du pyruvate en glucose, c'est-à-dire qu'il a réalisé en quelque sorte une glycolyse à l'envers. Et ce glucose peut être ensuite utilisé par l'organisme dont les nutriments glucidiques vont justement manquer lors d'un jeûne long. Notons qu'un des rôles du cortisol, hormone qui est produite notamment lors de l'hypoglycémie, et cette hypoglycémie accompagne justement le jeûne long, un de ces rôles du cortisol est d'activer dans le foie les enzymes de la néoglucogénèse, ce qui permet ainsi d'augmenter la glycémie. Nous venons de voir que les mitochondries des hépatocytes sont impliquées dans la synthèse d'urée ainsi que dans la néoglucogénèse, mais elles permettent aussi la synthèse des corps cétoniques par un processus qu'on appelle la cétogenèse. Ce processus se déroule dans la matrice mitochondriale. En effet, une grande partie de l'acétylcoenzyme A produit par la dégradation des acides gras et du glucose est oxydée dans le cycle de Krebs que nous avons décrit dans la précédente vidéo. Cependant, une fraction de cet acétylcoenzyme A est transformée dans les mitochondries hépatiques en corps cétoniques que sont l'acétoacétate, l'hydroxybutyrate et l'acétone. L'acétone, formé en plus petite quantité, n'a pas de rôle métabolique. Son élimination se fait par diffusion dans l'air à travers la muqueuse des poumons, à partir desquels elle est ensuite expirée. L'acétoacétate et l'hydroxybutyrate sont des corps cétoniques qui vont quitter le foie, puis qui seront transportés par le sang vers des organes tels que les muscles squelettiques, le muscle cardiaque et les reins, où ils seront ensuite oxydés dans le cycle de Krebs pour fournir une grande quantité d'énergie. Et le cerveau, qui utilise notamment le glucose comme source d'énergie, va se servir des corps cétoniques en cas de carence en glucose, par exemple lors d'un jeûne prolongé. Dans la dernière vidéo, nous avions vu que la mitochondrie était la source principale d'ATP des cellules eucaryotes. Mais la mitochondrie joue aussi un rôle essentiel dans des processus de synthèse auxquels elle participe souvent en collaboration avec d'autres compartiments de la cellule. Nous avons vu que la mitochondrie est impliquée dans la stéroïdogénèse, dans la synthèse de phospholipides, ainsi que dans la synthèse de cholestérol. La mitochondrie est aussi impliquée dans 3 processus hépatiques que sont l'uréogenèse, la néoglucogénèse et la cétogenèse. Enfin, la mitochondrie est aussi impliquée dans la synthèse d'acides aminés. En effet, nous avons vu dans la précédente vidéo que le cycle de Krebs est non seulement un carrefour du catabolisme, mais il est aussi un carrefour de l'anabolisme. Ainsi, le squelette carboné de certains acides aminés provient de métabolites intermédiaires du cycle de Krebs. L'oxaloacétate, qui est le métabolite qui ferme le cycle de Krebs, est utilisé par exemple pour la synthèse de 2 acides aminés que sont la méthionine et la lysine. La question 27 permettait d'aborder un autre rôle des mitochondries.
deux électronographies obtenues par utilisation d'un microscope électronique à transmission accompagnaient l'intitulé de cette question. L'une de ces électronographies devait conduire à identifier l'élément X, l'autre devait conduire à présenter les particularités structurales d'un hépatocyte qui ne ressemblait pas du tout à un hépatocyte classique. La structure du cytochrome C était présentée également ici au centre. On vous demandait de présenter la localisation précise et le rôle du cytochrome C à l'intérieur de l'élément X, et il était également précisé dans cette question 27 qu'une analyse biochimique avait révélé la présence du cytochrome C dans le cytosol de cet hépatocyte particulier. Et vous deviez alors utiliser toutes ces données ainsi que vos connaissances pour présenter le rôle que joue l'élément X dans l'évolution particulière de cet hépatocyte. Pour répondre à cette question 27, il fallait donc tout d'abord identifier l'élément X à partir de cette électronographie. On pouvait repérer ici une partie du réseau membranaire que forme le réticulum endoplasmique, et comme ces membranes sont recouvertes de ribosomes, il s'agissait ici du réticulum endoplasmique rugueux. L'élément X à identifier est donc localisé dans le cytoplasme d'une cellule eucaryote. Cet élément X a une longueur d'environ 1 micromètre et il est enveloppé par une membrane externe puis une membrane interne qui limite un mince espace intermembranaire. Notons que la membrane interne forme de nombreux replis qui en augmentent la surface. Cet élément X est une mitochondrie dont les crêtes saculaires s'étendent dans la matrice. Dans cette question 25, on vous demandait de présenter la localisation précise et le rôle du cytochrome C dans cet élément X, c'est-à-dire dans la mitochondrie. La structure du cytochrome C était présentée dans cette question et devait vous servir de support de départ pour présenter cette molécule. Le cytochrome C est une petite molécule constituée par deux parties. Une partie protéique qui comprend une centaine d'acides aminés et qui est représentée ici en vert, et une partie qu'on appelle l'hème qui est entourée ici en rouge. Exactement comme la molécule d'hémoglobine contenue dans les globules rouges du sang, le cytochrome C est donc une hémoprotéine, c'est-à-dire une protéine qui contient un groupement M. Vous vous souvenez sans doute que la molécule d'hémoglobine contient 4 globines liées chacune à un M. L'hème du cytochrome C est centré sur un cation de fer qui est représenté ici en rouge, et ce cation de fer peut être soit sous la forme Fe2+, si le cytochrome C est sous forme réduite, soit sous la forme Fe3+, si le cytochrome C est sous forme oxydée. Le cytochrome C peut donc recevoir ou céder des électrons. Le cytochrome C est aussi une molécule très soluble dans l'eau, ce qui le distingue des autres cytochromes qui sont plutôt liposolubles. Notons aussi que le cytochrome C est une protéine hautement conservée à travers l'ensemble des espèces, et notamment chez les eucaryotes où les différences se limitent à quelques acides aminés seulement. Sa très large distribution chez les animaux, les plantes et chez de nombreux unicellulaires, ainsi que sa petite taille, font du cytochrome C un outil de choix pour les études visant à déterminer les parentés phylogénétiques entre espèces dans le cadre de la biologie de l'évolution. On vous demandait donc dans cette question 25 de localiser précisément le cytochrome C. Le cytochrome C est présent dans la membrane interne de la mitochondrie, c'est-à-dire ici, il est présent en fait sur les crêtes mitochondriales, et plus précisément, il est placé du côté où la membrane interne de la mitochondrie est exposée à l'espace intermembranaire. Nous avions vu dans la précédente vidéo que le cytochrome C intervient dans le processus de respiration cellulaire qui permet à la mitochondrie de produire de l'ATP par phosphorylation oxydative. Sur ce schéma est présentée la chaîne respiratoire et le cytochrome C est présent ici dans cette chaîne.
le cytochrome C intervient dans la chaîne respiratoire de la membrane interne mitochondriale. Cette chaîne respiratoire permet le transfert d'électrons des coenzymes réduits que sont le NADH et le FADH2 au dioxygène qui est l'accepteur final des électrons et qui se trouve finalement réduit en H2O. La chaîne respiratoire est formée de 4 complexes protéiques, complexes 1, 2, 3 et 4, qui sont ancrés à la membrane mitochondriale interne. Et le cytochrome C est une petite molécule mobile qui va assurer le transfert des électrons du complexe 3 au complexe 4 de la chaîne respiratoire. On repère aussi sur ce schéma que le cytochrome C est effectivement présent du côté de la membrane interne qui est exposé à l'espace intermembranaire. Pour répondre à la question 25, il fallait aussi observer en détail l'électronographie de cet hépatocyte qui ne ressemble pas du tout à un hépatocyte classique. L'observation de l'électronographie de cet hépatocyte conduit à repérer les particularités structurales suivantes. La membrane plasmique de cette cellule est intacte, mais elle est en train de bourgeonner. Les flèches permettent ici de repérer deux des boursouflures membranaires qui se forment. La membrane plasmique, en bourgeonnant, va entraîner la fragmentation progressive de la cellule en vésicules visibles par exemple ici. Ces vésicules formées par fragmentation progressive de la cellule sont entourées d'une portion de membrane plasmique intacte. Ces fragments cellulaires renferment une partie du cytoplasme ainsi que des organites intacts. La chromatine présente dans le noyau, et notamment la chromatine située juste sous l'enveloppe nucléaire et qui est ici repérable par les pointes de flèche, cette chromatine a subi une importante condensation, ce qui la rend très opaque aux électrons et donc très noire en microscopie électronique à transmission. Le noyau est également en train de former des lobules et de se fragmenter. On peut reconnaître ici ou ici des fragments du noyau contenant chacun de la chromatine condensée enveloppée par un fragment intact de l'enveloppe nucléaire. Certaines vésicules issues de la fragmentation de cette cellule, comme par exemple cette vésicule, vont donc contenir aussi un fragment du noyau de départ. Cette cellule est aussi en train de se rétracter, c'est-à-dire que son volume diminue. Cette cellule n'est plus rattachée à d'autres cellules, mais il s'agit ici d'une cellule isolée au sein d'un tissu. Cette cellule du foie est en train de mourir, mais sa membrane plasmique ainsi que ses organites conservent leur intégrité. Une cellule peut mourir par nécrose. Lors d'une mort cellulaire par nécrose, on observe une rupture de la membrane plasmique et des membranes intracellulaires, ce qui n'est pas le cas ici. La cellule en nécrose subit une augmentation de son volume et de ses organites, ce qui n'est pas le cas ici, et la nécrose aboutit à un éclatement de la cellule et de ses organites. L'hépatocyte observé ici n'est donc pas en train de mourir par nécrose. Les caractéristiques structurales de cette cellule qui meurt sont celles de l'apoptose, qui est une forme de mort cellulaire programmée. Ce schéma compare la séquence des altérations morphologiques caractéristiques de la nécrose à gauche et de l'apoptose à droite. Voici la cellule de départ de structure normale et vivante, cellule qui va pouvoir mourir par exemple par apoptose ou par nécrose. Lors du stade précoce du processus d'apoptose, la cellule se rétracte progressivement. Sa chromatine va commencer à se condenser. Sa chromatine va former des masses de chromatine compactes situées sous l'enveloppe nucléaire. Puis cette chromatine va ensuite se fragmenter. L'enveloppe
nucléaire, qui est morphologiquement intact, va subir aussi une lobulation de plus en plus nette. Les organites de la cellule, par exemple ici réticulum, Golgi, mitochondrie, sont également intacts. Voici maintenant le stade avancé de l'apoptose. Le noyau de cette cellule s'est finalement fragmenté en plusieurs éléments, toujours délimités par une enveloppe et contenant la chromatine condensée. Les nucléoles vont subir aussi une fragmentation. La cellule tout entière finit par se morceler, se fragmenter en vésicules qui sont entourées de membranes plasmiques intactes et qui contiennent des organites peu altérés et des fragments du noyau. Ces vésicules sont appelés des corps apoptotiques. Ces corps apoptotiques seront ensuite rapidement phagocytés par les macrophages, dont un est représenté ici. Dans le macrophage, on va retrouver les corps apoptotiques à l'intérieur d'un phagosome tel que celui qui est présenté ici. Le phagosome va ensuite fusionner avec un lysosome primaire pour donner un phagolysosome dans lequel aura lieu la digestion du corps apoptotique. Il restera dans le macrophage des corps résiduels issus de cette activité lysosomiale de digestion des corps apoptotiques. La destruction des corps apoptotiques se fait ainsi sans réaction inflammatoire et elle ne perturbe pas l'architecture générale du tissu. La partie gauche de ce schéma présente les étapes de la nécrose qui constituent un autre processus de mort cellulaire. Lors du stade précoce de la nécrose, représenté ici, on observe un gonflement marqué de la cellule et des organites, ce gonflement étant encore réversible. La chromatine se condense mais sans changement net dans sa distribution, formant ainsi des amas de chromatine compacts, irréguliers et présentant des contours mal définis. Cette partie du schéma représente le stade avancé de la nécrose. Le gonflement de la cellule est ici irréversible. La membrane plasmique, ici, l'enveloppe nucléaire, ici, et les membranes des organites vont se rompre, et donc les organites ne peuvent maintenant plus fonctionner. La nécrose aboutit donc à l'éclatement de la cellule et à l'éclatement de ses organites. Dans les tissus, les cellules nécrotiques tendent à conserver leur aspect global jusqu'à ce qu'elles soient éliminées par des phagocytes mononucléaires qui ont subi une migration à partir des petits vaisseaux sanguins lors de la réaction inflammatoire qui est déclenchée par la nécrose. En effet, des médiateurs pro-inflammatoires contenus dans cette cellule seront libérés dans le milieu extracellulaire lorsque la membrane plasmique de la cellule en nécrose va se rompre. Et ces médiateurs vont tuer les cellules environnantes, déclenchant non seulement une réaction inflammatoire, mais déclenchant aussi une cicatrisation fibreuse qui va dénaturer l'architecture générale du tissu. La nécrose est une mort accidentelle ou pathologique, conduisant à une destruction prématurée, mais non pas une destruction programmée, de la cellule dans le tissu vivant. L'apoptose est une forme particulière de mort cellulaire programmée, nommée ainsi par référence au terme apoptosis, qui vient du grec apo qui signifie l'achèvement et ptosis qui signifie la chute. Le terme d'apoptose provient d'une locution grecque qui évoque la chute des feuilles des arbres à l'automne. L'apoptose est une mort cellulaire naturelle et elle constitue un processus actif qui affecte généralement des cellules isolées. Elle n'entraîne pas de lésion ni d'inflammation dans le tissu environnant. L'apoptose est un phénomène rapide qui dure environ 1 heure et discret, ce qui explique que l'apoptose soit restée longtemps inaperçue des chercheurs. Le fait que la membrane plasmique de la cellule apoptotique conserve son intégrité permet d'éviter toute libération dans l'environnement cellulaire de constituants intracellulaires
toxiques, conservant longtemps ces organites intacts, l'apoptose peut être considérée comme une forme de mort cellulaire avec dignité. L'apoptose joue un rôle essentiel dans le développement. Ainsi, au cours du développement de nos membres, les doigts des mains et des pieds sont réunis par des tissus interdigitaux. Et les cellules de la région interdigitale de la palette plate et pleine que forme l'extrémité du membre, ici par exemple d'un embryon de souris, vont subir une apoptose qui progressivement va entraîner la séparation, l'individualisation des doigts. L'apoptose est en quelque sorte un sculpteur à l'œuvre dans l'organisme vivant, permettant de construire cet organisme. L'apoptose joue aussi un rôle fondamental dans le développement du système nerveux et du système immunitaire, sculptant alors les supports de notre complexité, de notre mémoire et de notre identité. L'apoptose est un processus de mort cellulaire qui participe non seulement à la construction, mais aussi au fonctionnement de l'organisme vivant. Elle participe par exemple à l'élimination de cellules devenues anormales et présentant un risque pour l'organisme qui les contient. C'est le cas des cellules infectées, des cellules présentant des anomalies génétiques ou des cellules en voie de cancérisation. La machinerie intracellulaire impliquée dans l'apoptose peut être mise en route par des signaux extracellulaires qui déclenchent ce que l'on appelle la voie extrinsèque de l'apoptose. Ainsi, le TNF-alpha et le ligand de Fas constituent des signaux de mort et en se fixant sur leurs récepteurs membranaires respectifs, qu'on appelle les récepteurs de mort, TNF-R et Fas, ces signaux de mort vont conduire à l'activation en cascade de caspases. Les caspases sont des enzymes de type protéase impliquées dans l'apoptose. Les cibles des caspases sont nombreuses et peuvent être des procaspases inactives. Par exemple, la caspase 8 clive la procaspase 3 en caspase 3 qui se trouve alors activée. Il existe ainsi, au cours de l'apoptose, une activation en cascade des caspases, ce qui conduit rapidement à une amplification du signal apoptotique reçu par la cellule. Certaines caspases, dites initiatrices, telles que les caspases 8 et 10, interviennent au début de cette cascade. D'autres caspases, dites effectrices ou encore exécutrices, telles que la caspase 3, sont impliquées dans la phase terminale de l'apoptose. Parmi les substrats des caspases, on peut citer des protéines cytoplasmiques entrant dans la composition du cytosquelette, les lamines du noyau et des enzymes de réparation de l'ADN. Dans le cas de la voie dite extrinsèque de l'apoptose, cette cascade de caspases est déclenchée par la fixation de signaux de mort sur leurs récepteurs membranaires, qu'on appelle les récepteurs de mort, et cette cascade aboutit finalement à l'apoptose de la cellule cible qui a finalement été induite par les signaux extracellulaires de mort. Il existe aussi une voie intrinsèque de l'apoptose, généralement induite par des perturbations de l'équilibre intracellulaire, par exemple lors d'une exposition aux ultraviolets, d'une diminution de l'apport en nutriments, d'un déséquilibre ionique, d'une infection virale, ou encore lorsque l'ADN de la cellule a subi des dommages importants. L'apoptose peut aussi être due non pas à la présence d'un stimulus inducteur, mais plutôt à l'absence ou à la présence d'une quantité insuffisante de certains facteurs nécessaires à la survie cellulaire. La cellule active alors son programme d'autodestruction parce qu'elle n'a pas reçu le signal qui permettrait sa survie. La voie intrinsèque de l'apoptose est aussi appelée la voie mitochondriale de l'apoptose parce que la mitochondrie y joue un rôle central, sur lequel nous allons revenir, en activant une caspase initiatrice, la caspase 9,
qui déclenche à son tour l'activation d'une cascade de caspases exécutrices aboutissant à l'apoptose. L'énoncé de la question 27 vous signalait qu'une analyse biochimique avait mis en évidence dans cet hépatocyte que le cytochrome C était localisé dans le cytosol. Rappelons que le cytochrome C est un élément de la chaîne respiratoire présent dans la membrane interne de la mitochondrie. Donc, dans cette cellule qui subit l'apoptose, le cytochrome C a quitté sa localisation mitochondriale normale, il est sorti de la mitochondrie pour passer dans le cytosol. À partir de ces données et de vos connaissances, vous deviez présenter le rôle que joue l'élément X dans l'évolution particulière de cet hépatocyte, c'est-à-dire le rôle que joue la mitochondrie dans l'apoptose, et donc il fallait présenter la voie intrinsèque de l'apoptose où la mitochondrie joue un rôle fondamental. L'activation de la voie intrinsèque de l'apoptose repose principalement sur un processus qu'on appelle la transition de perméabilité mitochondriale. Ce processus se manifeste par l'ouverture de mégapores mitochondriaux. Ces mégapores sont des complexes multiprotéiques présents au point de contact entre les deux membranes de la mitochondrie. Et l'ouverture de ces mégapores mitochondriaux va avoir de nombreuses conséquences pour la mitochondrie et pour la cellule elle-même. Elle conduit d'une part à une altération rapide des fonctions mitochondriales, ce qui se traduit par l'effondrement du potentiel électrochimique de la membrane mitochondriale interne. Je vous avais parlé dans la précédente vidéo de ce potentiel électrochimique et nous avions vu que ce potentiel joue un rôle essentiel dans la production mitochondriale d'ATP. Par conséquent, suite à l'ouverture des mégapores, la production d'ATP par la mitochondrie va diminuer. L'ouverture des mégapores mitochondriaux entraîne aussi la libération hors de la mitochondrie de diverses molécules dont le cytochrome C, et dans l'énoncé de la question 27, on vous signalait justement que le cytochrome C de cet hépatocyte en cours d'apoptose était non plus mitochondrial mais cytosolique. Dans le cytosol, le cytochrome C, qui a été libéré par la mitochondrie, va permettre, en présence d'ATP et de la protéine APAF1, d'activer la procaspase 9. Le complexe formé de la protéine APAF1, de la procaspase 9 et du cytochrome C que la mitochondrie a libéré constitue l'apoptosome. Le sigle APAF1 signifie apoptotic peptidase activating factor, c'est-à-dire le facteur qui active la peptidase de l'apoptose, en fait, qui active la procaspase 9. La caspase 9 initiatrice, activée au sein de l'apoptosome, va activer à son tour des caspases effectrices comme la caspase 3 et la caspase 7. L'activation séquentielle de ces caspases va ainsi conduire aux symptômes de l'apoptose décrits précédemment. On peut noter que l'activité de l'apoptosome consomme de l'ATP et on peut se demander comment une production d'ATP par la mitochondrie peut être maintenue après la libération du cytochrome C dans le cytosol. En fait, certaines mitochondries de la cellule apoptotique conservent leur cytochrome C et leur fonction respiratoire. Notons que l'ouverture des mégapores mitochondriaux entraîne la libération d'autres facteurs apoptogènes tels que l'AIF, dont le sigle signifie Apoptosis Inducing Factor, c'est-à-dire le facteur qui induit l'apoptose. L'AIF va ainsi quitter l'espace intermembranaire de la mitochondrie où il se trouvait au départ, pour passer d'abord dans le cytosol, puis s'accumuler ensuite dans le noyau, où il joue un rôle essentiel dans la condensation de la chromatine et dans la fragmentation de l'ADN. Des procaspases contenues dans l'espace intermembranaire de la mitochondrie peuvent aussi être libérées par la mitochondrie lors de la transition de perméabilité mitochondriale, et ces procaspases vont participer à l'amplification de la cascade des caspases. L'ouverture des mégapores mitochondriaux va également déclencher la libération des ions calcium qui étaient stockés dans la matrice mitochondriale, et ces ions calcium vont intervenir aussi
dans l'activation des caspases. L'ouverture des mégapores va libérer également dans le cytosol l'endonucléase G qui induit avec l'AIF le clivage de l'ADN nucléaire. Et on pourrait citer encore d'autres facteurs apoptogènes libérés ainsi par la mitochondrie. Notons que la libération de facteurs mitochondriaux apoptogènes est contrôlée par des interactions entre des molécules appartenant à une même grande famille et présentes sur la membrane externe de la mitochondrie. Certaines des molécules de cette grande famille peuvent exercer un effet pro-apoptotique, ce qui est le cas de Bax et de BAC. D'autres molécules de cette grande famille peuvent exercer un effet anti-apoptotique, ce qui est le cas de BCL2. Toutes ces protéines contrôlent l'apoptose, notamment en régulant l'ouverture des mégapores mitochondriaux. Les protéines antagonistes de type BCL2 et de type Bax peuvent s'hétérodimériser. Ainsi, BCL2 peut inhiber Bax en formant des hétérodimères Bax-BCL2. Le fait que la cellule survive ou meure par apoptose est notamment déterminé par le rapport quantitatif entre protéines pro-apoptotiques, comme Bax, et protéines anti-apoptotiques, comme BCL2 ou BCLXL. Un excès de BCL2 va déterminer la survie cellulaire et un excès de Bax va au contraire déterminer l'apoptose. Ainsi, quand Bax est surexprimé, les homodimères Bax-Bax s'accumulent, conduisant à l'apoptose. Et inversement, quand BCL2 est surexprimé, les homodimères BCL2-BCL2 sont prépondérants et l'apoptose est alors réprimée. BCL2 s'oppose à l'apoptose notamment en empêchant l'ouverture des mégapores mitochondriaux, alors que Bax exerce son effet pro-apoptotique en favorisant au contraire l'ouverture de ces mégapores. Dans l'hépatocyte observé dans la question 27, il fallait donc expliquer que la sortie du cytochrome C hors de ces mitochondries était une étape importante du mécanisme de l'apoptose. L'explication de ce mécanisme permettait de montrer le rôle important que joue la mitochondrie dans la voie intrinsèque de l'apoptose, déclenchée par exemple par des lésions importantes de l'ADN. Les protéines Bax exercent alors leur effet pro-apoptotique. Ces protéines de type Bax induisent l'ouverture des mégapores mitochondriaux et elles peuvent aussi former des canaux dans la membrane externe de la mitochondrie, altérant ainsi la perméabilité de cette membrane. Cette transition de perméabilité mitochondriale permet la libération dans le cytosol d'éléments mitochondriaux apoptogènes tels que le cytochrome C. Et nous avons vu que le cytochrome C cytosolique va s'associer à la PAF1 et à la procaspase 9 pour former l'apoptosome, et la caspase 9 est alors activée au sein de ce complexe, et cette caspase 9 est alors capable d'activer à son tour les caspases effectrices comme la caspase 3 ou la caspase 7, conduisant irréversiblement la cellule à subir le processus d'apoptose. Les protéines anti-apoptotiques de type BCL2, représentées ici en bleu, peuvent empêcher l'apoptose en s'opposant à la transition de perméabilité mitochondriale. Mais les protéines de type BCL2 peuvent aussi empêcher l'activation des caspases en fixant la protéine APAF1. L'APAF1 fixée à BCL2 se trouve alors liée à la membrane mitochondriale externe. Ainsi, l'APAF1 maintenue par BCL2 sur la membrane mitochondriale externe ne peut plus activer la procaspase 9 dans le cytosol. Et comme BCL2 maintient les mégapores mitochondriaux fermés, le cytochrome C ne peut plus sortir de la mitochondrie et donc ne peut plus rentrer dans la formation
de l'apoptosome cytosolique. La cellule échappe alors à l'apoptose et survit. La protéine BAD, qui est représentée ici en rose, est une protéine apparentée à BCL2, mais dont l'effet est pro-apoptotique, exactement comme BAX. Contrairement aux protéines de type BCL2 et BAX, la protéine BAD est dépourvue d'un domaine d'ancrage à la membrane. Elle ne peut donc pas s'ancrer à la membrane mitochondriale externe. En présence de facteurs de survie, suite à une cascade de signalisation induite par la fixation du facteur de survie sur son récepteur membranaire, la protéine BAD, présente dans le cytoplasme, est phosphorylée, ce qui est indiqué par les lettres P ici, et la protéine B phosphorylée ne peut plus se lier à BCL2. La phosphorylation de BAD empêche BAD de se lier à BCL2. La protéine BCL2 peut alors exercer son effet protecteur, d'une part en maintenant fermés les mégapores mitochondriaux, et d'autre part en séquestrant la PAF1. Par contre, en absence de facteur de survie, la protéine BAD est sous sa forme déphosphorylée. Et seule la forme non phosphorylée de BAD peut s'associer à BCL2. La protéine BAD non phosphorylée se trouve alors localisée sur la membrane mitochondriale externe au sein d'hétérodimères BCL2 BAD, ce qui va déplacer la PAF1 de BCL2, et la PAF1 libérée dans le cytoplasme va pouvoir à ce moment-là se fixer à la procaspase 9 et l'activer. Et de même, les mégapores mitochondriaux sont ouverts et le cytochrome C peut sortir de la mitochondrie, tout ceci conduisant alors à l'apoptose. Ce schéma résume les deux grandes voies de l'apoptose. La voie extrinsèque est présentée à gauche. Cette voie extrinsèque est activée par des messagers extracellulaires tels que le ligand de phase, L, et le TNF-alpha. Ces messagers extracellulaires vont se fixer sur leurs récepteurs membranaires respectifs, phase et TNF-R, qu'on appelle des récepteurs de mort, ce qui va conduire à l'activation des procaspases initiatrices 8 ou 10. La voie intrinsèque de l'apoptose est présentée ici à droite, on l'appelle aussi la voie mitochondriale. Elle est activée suite à des stress spécifiques comme certaines infections virales, et elle provoque la transition de perméabilité mitochondriale, ce qui libère des protéines apoptogènes telles que le cytochrome C, l'AIF et l'endonucléase G. La voie mitochondriale est finement régulée par les protéines de la famille de BCL2. Les protéines de type BAX et BAC ont des fonctions pro-apoptotiques, tandis que les protéines de type BCL2 et BCLXL ont des fonctions anti-apoptotiques. Les deux voies de l'apoptose aboutissent à l'activation de la procaspase 3 en caspase 3 exécutrice, aboutissant aux symptômes de l'apoptose. Voie extrinsèque et voie intrinsèque de l'apoptose ne mettent pas en jeu des mécanismes totalement indépendants. La connexion entre ces deux voies met en jeu la protéine BID. Comme la protéine BAD, la protéine BID est dépourvue de domaine d'ancrage membranaire. La protéine BID est donc localisée dans le cytosol. Cette protéine BID est clivée en T-bit, c'est-à-dire en bit tronqué, par la caspase 8 active, c'est-à-dire la caspase qui intervient au début de la voie extrinsèque de l'apoptose. La protéine T-bit va activer ensuite des protéines pro-apoptotiques de type BAX ou BAC. Ainsi, la protéine BIT permet de faire le lien entre l'activation des récepteurs de mort dans la voie extrinsèque de l'apoptose et l'ouverture des mégapores mitochondriaux caractéristiques de la voie intrinsèque de l'apoptose. Cette 8e vidéo d'exploitation de documents de biologie arrive à son terme. Elle avait pour objectif de vous montrer que les mitochondries
ne sont pas seulement les organites énergétiques producteurs d'ATP que nous avions décrits dans la précédente vidéo. Nous avons vu en effet, dans cette vidéo, que les mitochondries sont aussi impliquées dans de nombreux processus de synthèse. Et nous venons de voir que la mitochondrie joue aussi un rôle essentiel dans le déclenchement de l'apoptose par le mécanisme de transition de perméabilité mitochondriale. Nous avons vu aussi que des protéines liées à la membrane externe de la mitochondrie, telles que BCL2 et BAX, sont des régulateurs essentiels du processus d'apoptose. Ainsi, la mitochondrie joue un rôle non seulement au cœur de la cellule vivante, dans la régénération de l'ATP et dans des processus de synthèse, mais la mitochondrie intervient aussi dans certains processus de mort programmée des cellules. Dans la prochaine vidéo, qui sera la 9e de cette série, nous aborderons l'origine des mitochondries d'un point de vue évolutif. Je vous remercie vivement de l'intérêt que vous manifestez pour ces vidéos et à très bientôt pour poursuivre cette série de vidéos consacrée à la présentation de l'organisation fonctionnelle de la cellule eucaryote.